Et donc, l'accord d'association et l'accord de 2012 est très important du point de vue du Maroc, parce qu'il lui offre ses débouchés. Et donc, il y a, si vous voulez, cette relation du tu me tiens, je te tiens, entre l'Union européenne et le Maroc, où le Maroc tient l'Union européenne par la pêche, et ensuite, l'Union européenne rétrocède l'avantage au Maroc en prenant cet accord d'association qui permet les exportations de le territoire du Sahara occidental. Évidemment, les Sahraouis ont protesté auprès de l'Union européenne. L'affaire, parce qu'il y a une certaine sensibilité de la société civile de la société civile espagnole sur la question, a aussi été remontée jusqu'au Parlement européen, et donc on trouve beaucoup de questions parlementaires adressées au Conseil, à la Commission, en leur disant mais qu'est-ce qui se passe au Sahara occidental? Est-ce que vous savez que le Maroc n'est pas chez lui? Est-ce que vous savez qu'il y applique les accords? Quelle est la position de l'Union européenne? Et donc pendant très longtemps, les institutions de l'Union ont été dans le déni, en disant ça c'est une affaire interne au Maroc, on n'a pas à prendre position là-dessus. Et puis ensuite, finalement, on a réussi à les coincer, on a réussi à démontrer que l'Union européenne savait très bien que les accords s'appliquaient là-bas. Donc, après le déni, vient le moment où les institutions sont obligées de reconnaître le fait, c'est-à-dire que l'ensemble des accords qui sont eus avec le Maroc, qu'il s'agisse de la pêche, de l'agriculture, sont appliqués au territoire du Sahara occidental. Et ici, l'Union européenne commence à rentrer dans une ambiguïté, un double discours, en disant, bon, on ne va pas dire qu'on reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, ça c'est pas possible. À la place, on va bricoler une théorie, et donc on va soutenir que, tout en reconnaissant le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, droit à l'autodétermination qui doit avoir lieu dans le cadre de négociations entre dans le cadre du Conseil de sécurité, entre le Front Polisario et le Maroc, donc c'est une affaire très compliquée, donner cette espèce d'image nébuleuse. L'Union européenne, quand elle permet l'exportation des marchandises marocaines depuis le Sahara occidental, ne viole pas le droit international parce que le Maroc est puissance administrante de facto, pas de jure, parce que ça c'est toujours l'Espagne, de facto du Sahara occidental, et donc en tant que puissance administrante de facto, elle a le droit d'exploiter les ressources naturelles du Sahara occidental, elle a le droit de conclure des accords qui s'appliquent au territoire du Sahara occidental. Alors évidemment, vous l'aurez compris, la théorie de facto c'est du bidon. Au plan du droit international, les catégories juridiques sont très claires. Soit un État est souverain sur un territoire, soit il est puissance administrante, et donc à ce moment-là, il a un mandat qui lui est confié par les Nations Unies, et donc qui est celui de décoloniser le territoire en permettant l'autodétermination. Et dans ce cadre-là, il a tout un tas d'obligations, notamment il a l'interdiction de disposer du territoire, il ne peut pas en donner un bout. Quand il exploite les ressources naturelles, il doit le faire au bénéfice de la population, en consultation avec ses représentants. Donc, le Maroc n'étant ni souverain, la Cour internationale de justice nous le dit, le Maroc n'étant ni puissance administrante, puisque l'Espagne n'avait pas le droit de transférer cette qualité-là, il ne reste qu'une case, qu'une dernière catégorie, c'est celle de puissance occupante. Et donc le Maroc est puissance occupante au sens du droit international humanitaire à l'égard du Sahara occidental. Ici, on arrive véritablement sur ce qui constitue le cadre pour l'exploitation des ressources naturelles. Comme je vous l'ai dit, la puissance administrante, elle a le droit d'exploiter les ressources naturelles, mais elle doit toujours le faire au bénéfice de sa colonie. L'idée, c'est finalement de dire qu'il faut, s'il y a ces richesses qui sont là, il faut les exploiter, parce qu'elles vont permettre de développer les infrastructures économiques, développer les infrastructures gouvernementales, elles vont permettre l'indépendance de la colonie. Donc il y a une idée de construction de l'État derrière. Mais les règles sont très claires, la puissance administrante n'a pas le droit de s'accaparer la ressource, parce que sinon, si elle récupère le produit des ressources naturelles, elle n'a plus envie de partir. Ça, c'est le cadre juridique dans le cadre, je dirais, de la décolonisation. Dans le cadre de l'occupation, c'est encore plus clair, parce que la puissance occupante n'a pas le droit d'exploiter les ressources naturelles. Tout ce qu'elle doit le faire, c'est se conforter comme un usufruitier, et donc exploiter les ressources naturelles pour les besoins de la vie quotidienne, maintenir le niveau de vie dans le territoire, mais elle n'a aucun moment de développer le droit de développer cette exploitation, elle a encore moins le droit de rapatrier le produit de cette exploitation sur son territoire. Alors, le Front Polisario, comme je vous l'expliquais, a longtemps milité auprès des institutions de l'Union pour que l'Union européenne mette un terme à cette pratique, qu'elle arrête de prendre les produits du Maroc, pour permettre justement de faire lâcher cette mainmise sur le Sahara occidental.
le Fonds Polisario, qui a eu assez de ne pas être écouté, a finalement décidé de se tourner vers les juridictions de l'Union européenne. Alors, tout un tas de complexités procédurales dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais le fait majeur, et c'est ce qu'on a réussi à provoquer par le jeu de la procédure, c'est d'abord que l'Union européenne, par le biais du Conseil de la Commission qui était au début dans le déni que je vous expliquais, dans le cadre de la procédure, ils ont été obligés de reconnaître que les accords s'appliquaient là-bas. Et donc que ce que faisait l'Union européenne, c'était louche. Ensuite, ils ont été obligés de reconnaître, et ça aussi c'est par le jeu de la procédure qu'on le force, que le Maroc n'a aucune souveraineté sur le territoire du Sahara occidental, et qu'il n'est pas puissance administrante. Il faut comprendre la portée de ces affirmations-là dans le contexte des relations Union européenne-Maroc. La souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, c'est une des lignes rouges au Maroc. Si on commence à contester ça, c'est pour la presse la fermeture des journaux, les disparitions forcées à l'époque sur Hassan II. Donc c'est un fait qu'on ne conteste pas. On ne peut pas discuter du statut du Maroc au Sahara occidental. Et donc, ce que nous ont dit le Conseil et la Commission dans le cadre des pleuris, ce qu'ils sont forcés de répéter à Bruxelles ou à Strasbourg quand ils sont dans le Parlement européen, s'ils tiennent les mêmes propos au Maroc à Rabat, à ce moment-là, c'est tout de suite la prison. Donc il faut comprendre vraiment la portée diplomatique de ça, où le Royaume du Maroc a vu qu'il était littéralement lâché par ses alliés européens. Alors ce qu'on a obtenu au plan de la victoire juridique, c'est donc que le tribunal est rentré dans un raisonnement un petit peu bizarre en droit international, en disant finalement, je ne sais pas très bien quel est le statut du Maroc au territoire du Sahara occidental, donc au plan du droit international, à mon sens, il n'y avait pas d'interdiction pour l'Union européenne de conclure un accord avec le Maroc, applicable au Sahara occidental, applicable à ses ressources naturelles. Et à la place, il vient se placer sur le terrain du droit européen en disant l'Union européenne, quand elle conclut avec le Maroc pour le Sahara occidental, elle rentre dans une zone grise. Et donc elle doit faire preuve d'une certaine diligence. Et donc elle doit se poser la question de ce que sont la situation des droits de l'homme au Sahara occidental, premier point, et de ce que sont les conditions d'exploitation des ressources naturelles au Sahara occidental. C'est-à-dire que, est-ce qu'il est vrai que le Maroc viole de manière massive les droits des Sahraouis au Sahara occidental? Est-ce qu'il est vrai que les Sahraouis sont exclus de la structure économique au Sahara occidental? Est-ce qu'il est exact que tous les verrous de l'économie sont tenus par des sociétés marocaines ou des investisseurs étrangers? Donc, le Conseil annule la décision en disant, le tribunal annule la décision du Conseil en disant, vous n'avez pas bien fait votre travail, vous auriez dû vous poser ces questions-là, vous ne vous êtes pas posé ces questions-là, donc vous n'arrivez pas à une bonne décision, et donc j'annule. Sur ces entrefaits, le pourvoi donc est introduit, et donc on a les conclusions de l'avocat général en septembre dernier. À nouveau, il y a beaucoup à dire sur ces conclusions, c'est un document très long. Comme dans le cadre du tribunal, je veux dire que le Front Polisario et la question du Sahara a été prise très au sérieux par la juridiction, puisque dans des cas, on arrive dans des documents de 80 pages, 90 pages, qui réaffirmer l'intégralité du droit international applicable à la question sahraoui, clarifier les choses. Pour les Sahraouis, on voit que l'état du droit depuis l'avis de la Cour internationale de justice n'a pas bougé. Et donc, l'avocat général, dans ses conclusions, il arrive à la même solution que le tribunal, c'est-à-dire qu'il dit les accords de l'Union européenne ne doivent pas s'appliquer au territoire du Sahara occidental, mais par un cheminement différent, en disant, suivant un raisonnement qui est un peu formaliste, juridiquement, puisque le Sahara occidental est un territoire non autonome, qui ne relève pas de la souveraineté du Maroc, qu'il n'y a pas de clause dans cet accord étendant son application au territoire du Sahara occidental. Eh bien, le Sahara occidental est un territoire tiers par rapport au Maroc, par rapport à l'Union européenne, et donc les accords avec le Maroc ne peuvent pas s'appliquer au territoire du Sahara occidental. Donc on voit que le raisonnement est différent. Devant le tribunal, on avait obtenu l'annulation de la décision parce que l'accord s'appliquait là-bas, et là on nous dit, mais en fait, il n'y a rien à annuler, parce qu'en premier lieu, l'accord ne peut pas s'appliquer. Alors, dans le fond des conclusions, il y a évidemment, je dirais, de très très bonnes choses, parce que l'avocat général revient vraiment sur le droit applicable, il est extrêmement clair, bien que c'est un territoire non autonome, il pose bien le fait que le problème que le Maroc n'a pas de compétences pour conclure ses accords, qu'il n'a pas de compétences pour exploiter ses ressources naturelles. Puis après, il y a des choses qui sont un petit peu plus problématiques, où pour contester l'intérêt à agir du Front Polisario,
Il fait une distinction entre les intérêts politiques, que le Polisario pourrait seulement défendre, et puis les intérêts économiques qui, eux, devraient être défendus par l'Espagne. Donc il nous dit, en admettant que l'accord s'applique là-bas, je ne suis pas sûr que le Front Polisario puisse agir, parce que son mandat, c'est simplement de défendre les intérêts politiques et non les intérêts économiques du peuple sahraoui. Alors, c'est un argument évidemment qui est complètement spécieux, parce qu'en pratique, quand on fait de la politique, on sait très bien que la distinction entre le politique et l'économique n'a pas de sens. Quand on prend le cas de l'Union européenne, qui est d'abord un projet économique, j'espère bien qu'à la base, il y a un peu de politique quand même, sinon ça ne tient pas. Ensuite, dans le cadre de la décolonisation, c'est très clair aussi que le mouvement de libération nationale défend tous les intérêts du peuple colonisé. Et il le représente dans l'intégralité de son droit d'autodétermination, en ce compris ses droits sur ses ressources naturelles. Quand on prend par exemple la décolonisation de l'Algérie, la France et l'Algérie ont négocié des accords sur l'exploitation des ressources naturelles au Sahara. On trouve la même chose en matière économique entre l'OLP qui a conclu un accord d'association justement avec l'Union européenne. Ce point-là est défavorable. Malgré tout, l'argumentaire présente un intérêt, c'est que pour que la Cour suive l'avocat général sur ce point-là, elle va être obligée de se déterminer sur le statut actuel de l'Espagne. Elle va être obligée de dire que l'Espagne s'est retirée illégalement du Sahara occidental. Donc, pour la Cour à ce stade, on verra bien, mais il n'y a pas de bonne solution. C'est-à-dire que soit elle dit le Polisario est irrecevable, mais pour le dire irrecevable, il faut dire que l'Espagne est toujours puissance administrante, parce que c'est à elle de défendre les intérêts économiques. Et par contre, si on dit que l'Espagne ne fait plus rien depuis 1975, alors il n'y a personne d'autre au monde qui est qualifié juridiquement pour défendre les intérêts du peuple sahraoui. Donc, pour conclure, après j'arrêterai là, on peut dire que à ce stade, et évidemment il faut être toujours réservé, mais on a une réaffirmation très très claire des principes applicables de droit international au Sahara occidental, et ça on l'a provoqué grâce à la procédure. Ça veut dire que demain, même si on a une irrecevabilité, on a une décision du tribunal, on a des conclusions et certainement un arrêt de la Cour qui permettront aux Sahraouis et aux militants de faire exister la cause et de forcer l'Union européenne à orienter sa politique. Et ensuite, et ça c'est vraiment l'acquis majeur, et c'était à la limite celui pour lequel le Front Polisario initiait la procédure à la base, c'était forcer l'Union européenne à sortir du double discours et à admettre que le Maroc n'a pas de souveraineté sur le territoire du Sahara occidental, que le Maroc n'a pas de mandat pour administrer ce territoire. Voilà, je vous remercie.